Pour ce nouveau long format, direction l'arrière-pays du Boulonnais, on se trouve à Samé pour y découvrir son savoir-faire et son patrimoine. Et on va tout de suite démarrer par le savoir-faire le plus emblématique de la ville. Il s'agit des fraises de Samé. Sur l'exploitation de Jean-Loup, le ramassage des fraises commence dès 5 h du matin. Il faut que nos fraises soient cueillies à la fraîche en fait. Et nos cueillettes régulièrement ils se finissent vers 9 h. 9 h. Après tout dépend des températures, la quantité qu'il nous faut, ça dépend d'énormément de choses. Là en ce moment il fait vachement chaud donc on essaie de finir les cueillettes le plus de bonne heure possible. Un amour pour la culture de la fraise transmis par ses grands-parents dès son plus jeune âge. Chez les Mionnais, la fraise est une affaire de famille. Alors mes grands-parents étaient fraiséculteurs aussi. À l'ancienne, donc de pleine terre mais non sous serre. Et en fait c'est mon grand-père qui m'a appris, qui m'a transmis la passion pour la fraise. Et mais sinon mes arrière-grands-parents aussi, donc les parents de mes grands-parents ou ma grand-mère étaient déjà fraiséculteurs aussi. C'est la 4e génération là. Voilà. Une fois dans l'une de ces 16 serres, il part à la recherche de la fraise parfaite du jour. Là, on voit elle est bien rouge. Et en fait, quand on cueille le fruit, quand on pose sa main en dessous, il ne faut pas qu'on appuie, il faut surtout pas pincer la fraise, parce que sinon on voit nos traces de doigts à la vente 1 heure après. Et on prend par la queue en fait, et hop, on coupe. Au total, Jean-Loup cultive 12 000 pieds pour sauvegarder un savoir-faire traditionnel. La fraise de Samé, elle est reconnue d'être de la fraise de pleine terre. Si vous avez des fraises que vous êtes cultivées en hors sol, ce n'est pas considéré comme la fraise de Samé. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que c'est pas le même goût et la fraise de Samé c'est connu pour être vraiment de la pleine terre avec tout ce qu'il y a l'aspect à côté. Ça gagne en goût, vraiment ? On voit quand même, pour ma part, j'ai jamais goûté énormément la fraise hors sol. Pour le peu que j'ai goûté, voilà, c'est toujours mieux la fraise de pleine terre. Mon grand-père il me racontait toujours que la fraise de Samé a été connue et reconnue grâce, on dit que Samé aurait été implanté en fait avant sur un volcan, un ancien volcan. Donc la terre est propice en fait à la pousse de la fraise. Avant ici, il y avait plus d'une centaine de petits producteurs. Donc on appelait ça les petits producteurs. En fait, ils vendaient leur fonds. Ils disaient toujours leur fonds de jardin. Et tout le monde se regroupait en fait sur la place de Samé. Je vais dire en professionnel, je pense qu'on est une dizaine. Des producteurs à l'ancienne, à peine 10 aussi. Donc ça a vachement diminué. C'est un travail qui est énormément physique. Et c'est quand même assez contraignant parce que la période après novembre, décembre, c'est peut-être un petit peu plus calme, mais vous avez toujours l'entretien. Et au mois d'avril, décembre, vous rebâchez tout, il y a de la surveillance. Et au mois d'avril, il faut toujours être là, ouvrir, fermer. Il faut toujours être là en fait, sur le site. Donc ça va aller direction le marché, c'est ça ? Voilà, à la pesée et ça va direction à notre point de vente. Elles sont attendues, ces barquettes, chaque jour ? Tous les jours, oui. Oui, on a des clients fidèles qui nous attendent. Ça dépend les journées. Les week-ends, ça peut être entre 100 et 200 barquettes. La semaine, entre 50 et 100. Mais avant de partir sur la place de Samé, Jean-Loup tient à me montrer un mur rempli de récompenses, fierté familiale. Chaque année, l'exploitation est récompensée au moment de la fête des fraises. C'est l'événement local qui met en avant les meilleurs producteurs. Chaque année, la municipalité elle met en place, en lot, on a nos fameuses plaques. Donc ça remémore un peu
pour moi quelques souvenirs, mais aussi des souvenirs pour mes grands-parents. Donc la première plaque, elle a daté de 1968. Et jusqu'à aujourd'hui. On espère toujours d'en avoir cette année. Bon. Normalement, je pense, et voilà. Et puis c'est toujours des souvenirs. Une fois sur la place du marché, les clients se pressent sur l'étal de Jean-Loup, une halte devenue obligatoire pour ses habitués. Je viens souvent, je viens tous les 2 jours acheter des fraises. Voilà, je suis connu auprès de Jean-Loup, je les achète que là. Comment vous les trouvez? Très bonnes. Elles sont excellentes. C'est de bon goût, c'est sucré, voilà, pas besoin de rajouter de sucre, au naturel. Les fraises de Samé, c'est les meilleures. Donc on prend qu'à Samé. C'est le passage obligatoire? Quand c'est la saison, oui, ça fait partie des haltes. Comment vous les trouvez, ces fraises de Samé? Elles sont très bonnes. Si on s'arrête à chaque fois, c'est parce qu'elles sont très bonnes. Quel goût? Elles sont sucrées. Très bonnes, très sucrées, beaucoup de variétés. Et on connaît les gens qui les vendent depuis des générations, avec du sucre ou même très nature. Voilà, et pas d'ajout quoi, pour sentir vraiment le goût fruité des fraises. Il est temps maintenant de me faire mon propre avis sur les fraises de Samé avant de continuer ma balade. Vous me faites goûter également? Ouais. Non. Faut quand même savoir, hein. Elles sont très bonnes. Très bonnes en goût, très sucrées. Franchement, non, vraiment pleines de saveurs. Pleines de saveurs. Merci, je vais en prendre une. Merci. On continue cette balade à Samé avec la maison du cheval boulonnais. Et pour en parler, je suis avec Olivier Louvet, le coordinateur de cette maison. Bonjour. Bonjour. Merci en tout cas de nous recevoir ici. Avec grand plaisir. Bon, vous nous faites un petit peu le tour des lieux? Oui, bien sûr, allons-y. Donc, pour vous parler un petit peu de la maison du cheval boulonnais, l'objectif, développer la race de chevaux boulonnais, race typique de la région, qui faisait donc autrefois la route du poisson. Donc, c'est-à-dire qui transportait le poisson du port de Boulogne jusque Paris. Rungis exactement du coup. Donc aujourd'hui voilà, ce trajet ne se fait plus à dos de cheval de trait, mais voilà, donc ce qui permettait sur la route du poisson de faire différentes étapes, et notamment ici donc on est sur anciennement la ferme de la Suze, donc maison du cheval aujourd'hui qui a été rénovée, qui permettait d'accueillir notamment ces routes du poisson et pour pouvoir faire des arrêts sur le chemin. Comment ça s'est passé, cette évolution dans le temps? Forcément, c'est avec l'arrivée des nouvelles technologies, etc. Enfin, où les chevaux ont encore leur place et leur importance ici? Alors, les chevaux ont perdu beaucoup leur place, notamment au niveau que ce soit de l'agriculture ou au niveau du transport. Notamment ici, donc ça a effectivement été impacté par l'arrivée du chemin de fer de Samé. Mais voilà, aujourd'hui, les chevaux au niveau de l'agriculture également ne sont plus présents, remplacés par les tracteurs, etc., les gros engins agricoles, mais ils retrouvent petit à petit leur place, notamment dans des zones où c'est un petit peu plus compliqué d'y accéder, pour faire du débardage en forêt, des choses comme ça. Et puis vous avez également certaines villes qui remettent le cheval de trait au centre, pour du ramassage scolaire, ramassage des ordures. Voilà. Donc aujourd'hui, on essaye vraiment de retourner un petit peu à l'ancienne sur ces méthodes et donc de refaire appel à cette race emblématique. Donc voilà, donc des animations à destination des enfants, notamment sur les mercredis et vendredis après-midi durant les vacances scolaires, ce qui nous permet de créer des nouvelles passions, bien évidemment. Donc des animations avec des poneys et puis aussi des démonstrations du coup de chevaux boulonnais et puis d'autres animations concernant la nature de manière générale. Est-ce que la race est menacée ou justement, grâce à cette maison, on sent un rebond en tout cas de cette race? Alors la race reste aujourd'hui menacée, on est environ entre 150 et 200 naissances par an, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on est quand même sur une menace d'extinction au niveau de la race. Après aujourd'hui, la maison en elle-même permet de l'aider à travailler. Donc il n'y a pas une énorme différence au niveau de la race, mais voilà, aujourd'hui on met notre petit grain à notre niveau pour aider à faire perdurer la race. Il y a des grands événements durant l'année à ne pas rater? Tout à fait. On a 2 gros événements, donc des spectacles équestres pyrotechniques. Notamment, on en organise un en juillet, un en août. Donc voilà, vraiment, ce sont des événements qui rassemblent, sur l'année dernière, on était à peu près à 4000 personnes par date. Donc voilà, le lieu s'y prête, on a les installations, puisque du coup on a toutes les installations équestres, carrière, box, manège, ronde longe. On a tout ce qu'il faut pour accueillir ce genre d'événement pour les chevaux et aussi du coup pour la population.
Donc voilà, un gros spectacle pyrotechnique en nocturne au mois de juillet et au mois d'août. Et puis les dates pourront bientôt être dévoilées d'ailleurs. On est en train de finaliser le projet, donc elles seront bientôt dévoilées sur la page Facebook de la Maison du Cheval Boulonnais. Bon, merci beaucoup en tout cas pour vos explications. Et là, je vois que Amandine nous attend. Je vais tout aller là-bas. Avec plaisir. Merci. Donc là, Amandine, qu'est-ce qu'ils font là? Donc là, on vient juste de mettre les chevaux, donc la jument est un peu chaude, mais c'est parce que c'est un début de séance, elle n'est pas encore tout à fait détendue, c'est tout à fait normal. Et donc là, on est en train d'herser la piste, donc c'est une petite démonstration de herse avec une paire de chevaux. Voilà. Et dans l'idée, c'est une pratique qui se fait au pas. Voilà, comme là les chevaux ils sont vraiment une traction ensemble. C'est pour ça qu'on met 2 chevaux ensemble parce que ça tire. C'est quand même relativement lourd. Donc il faut vraiment 2 chevaux qui marchent à la même vitesse et qui se calent ensemble. Voilà. Donc ils étaient utilisés premièrement pour le transport du poisson de Boulogne à Paris. Et ensuite, deuxièmement, ils étaient vraiment utilisés comme des chevaux comme Duchesse, des très gros boulonnais. Ils étaient utilisés pour le travail du sol dans les champs. Donc toute la partie Kaiser, toute la partie labour et herçage, donc des terres, parce qu'à l'époque, nos anciens ne travaillaient qu'en traction animale. Voilà, et puis maintenant, on va dire que le cheval boulonnais, il a vraiment sa vocation dans le milieu urbain, mais complètement différent. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec la mécanisation, c'est un petit peu, les tracteurs sont tellement puissants et tellement au point, on ne peut pas rivaliser avec une traction animale, hormis sur des petites structures comme des ACI ou des cultures bio. Mais chez un gros agriculteur, voilà, on est plus bon. Par contre, le cheval boulonnais, il peut avoir toute sa vocation. Comme par exemple, moi, ce que je fais, c'est dans du tourisme. Donc on va vraiment utiliser le cheval pour faire des balades en calèche, alors des balades classiques ou des balades gourmandes qu'on peut faire en départ de chez nous, ou comme avec nous la CCHPM en départ de Preur, où on part faire une balade d'1h30 avec une vingtaine de personnes. Donc après on fait tout type d'événements. Donc on peut faire des anniversaires, des mariages également, et puis après il y a toute l'utilisation dans le milieu urbain, comme de l'arrosage, du ramassage de déchets. Par exemple, tous les sapins à Noël qu'on utilise, c'est des sapins qui peuvent être ramassés avec des chevaux, par exemple. Parce que on est vraiment mis au niveau, forcément, du carburant, parce que il y en a pas. Et puis après, ça permet aussi vraiment de resociabiliser un petit peu les gens avec les chevaux, parce que ça s'est beaucoup perdu et les gens n'ont plus l'habitude de voir des chevaux travailler et ils ont perdu ce respect envers l'animal. Et puis nous, c'est vraiment important d'utiliser des chevaux boulonnais parce que si on ne les utilise pas à l'heure d'aujourd'hui et si on n'a pas cette filière bouchère, il n'y aurait plus de chevaux, tout simplement. Et c'est vraiment important de garder notre patrimoine et de continuer à le faire travailler. Donc continuer à le mettre au travail, que ce soit pour du loisir ou des professionnels. Après, à l'heure d'aujourd'hui, il est aussi beaucoup utilisé dans les vignes, donc pour toute la partie entretien du sol au niveau des vignes, parce que beaucoup de vignobles, beaucoup de domaines beaucoup de domaines se rendent compte que maintenant, c'est vraiment important de travailler avec des prestataires. C'est moins onéreux, moins de coûts pour eux, et puis surtout, c'est 10 fois mieux pour le sol et pour la partie du bio, pour la certification biologique. Quelles sont ses caractéristiques, ses compétences Alors les compétences du cheval boulonnais, là on voit que c'est 2 chevaux qui ne sont pas tout à fait faits pareil physiquement, mais c'est des chevaux qui ont à la fois du sang comme un cheval de sang, mais qui ont cette force du cheval de trait. Là on voit, on est sur une jument qui a beaucoup de coffre, c'est déjà une grosse jument, elle a un vrai fessier. Quand on regarde le cul, il est vraiment fait en cœur. C'est une jument qui a vraiment beaucoup de dessus, qui a un dos qui est quand même très fort, qui a une encolure très voûtée comme on aime bien, qui a ce col, on va dire un petit peu un col de cygne. Et là on est sur une jument déjà qui a une belle taille, et puis c'est une jument qui a beaucoup de sang et beaucoup de force. Un cheval boulonnais, là elle est à un bon 900 kg cette jument là. C'est une fierté de continuer à perpétuer cette race, ce savoir, et qui vient de chez nous.
C'est une fierté parce que moi je suis issue du milieu agricole, mes parents étaient éleveurs de boulonnais, ils ont commencé le maraîchage en traction animale et pour moi quand je suis arrivée à l'âge adulte c'était vraiment important de continuer cette tradition, de faire perpétuer notre patrimoine et j'aimerais que mes enfants et mes petits-enfants puissent encore connaître le cheval boulonnais parce que moi ça m'a tellement donné de bonheur et tellement de bons moments que j'espère que ça continuera et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours pour que ce cheval reste parmi nous et puis d'essayer de développer des activités tout autour de lui pour que on perdure, qu'on continue d'élever, qu'on continue d'utiliser ce fameux cheval parce que il a plein de qualités, c'est autant un très bon cheval de famille qu'un très bon compagnon de travail et ça c'est vraiment très important. Parlons maintenant patrimoine ici à Samé et pour en parler, je suis avec Valérie Delattre, la conseillère au patrimoine culturel ici de la commune. Tout à fait. On se trouve au sein de l'église Saint-Martin. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus sur cette église ? C'est une église gothique qui a un attrait particulier, il n'y en a que 2 en Europe, parce qu'en fait elles sont collées, l'église est collée à des maisons, ce qui permettait avant une certaine protection. Donc au niveau de toutes les guerres qu'on a pu avoir. Elle date de quand cette église ? Alors du XIIe siècle. Quelle est ses caractéristiques, hormis cette structure emblématique, l'intérieur, qu'est-ce que vous pouvez nous décrire de... L'orgue qui est quand même très important. De multiples facettes de cette église, ce sont surtout ses vitraux. Et puis elle a un cachet quand même exceptionnel parce que déjà elle est très grande. Elle est classée au monument historique. Oui, tout à fait. Oui. Donc du coup, quand on est sur la place, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Que ce soit dans les couleurs, que ce soit dans les bâtiments, on est toujours régi avec les bâtiments de France. Au niveau du patrimoine de Samé, hormis l'église, est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ou à mettre en avant ? Il y a le musée Cazin que vous allez voir cet après-midi certainement avec Monsieur Pochet. Ensuite, il y a l'abbaye Saint-Vulmer, parce qu'en fait, Samé a été créé quand même par un moine qui s'appelait Saint-Vulmer. Il y a l'abbaye qui est juste derrière sur la place de l'abbaye. Maintenant, la caractéristique, c'est que c'est une école privée. Et puis ici, on a quand même une chose très importante, c'est la fête des fraises, qui a lieu chaque année depuis les années 1958-1960. Ça a un attrait particulier parce que ça génère beaucoup de venues des gens de Samé, de l'extérieur. Et puis c'est une fête à laquelle on tient. Ça fait partie de notre patrimoine. Dernière question, comment vous la voyez, votre ville ? Qu'est-ce qui fait son charme ? Je dirais la bonne humeur des gens, peut-être. Puis je crois qu'on est avant tout chaleureux. Et on aide aussi les gens. Je pense que c'est ça. L'entraide est quand même, et reste quand même importante. Bon, on a compris que c'est un endroit où il fait bon vivre. Oui. Puis en étant samérienne pure souche, je ne vais pas dire le sens contraire non plus. Il faut être chauvin. Il faut être chauvin. Et je le suis. Merci en tout cas pour votre accueil. Et justement, maintenant, on va directement aller au musée Cazin avec Monsieur Pochet pour sa découverte. Mon tour de Samé m'emmène maintenant ici, directement en mairie, et plus précisément au sein du musée Cazin. Et pour en parler, je suis avec Éric Pochet, son président. Bonjour et merci de nous accueillir ici. Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous. Première question déjà, qui est Jean-Charles Cazin ? Qui est Jean-Charles Cazin ? C'est un artiste peintre, céramiste aussi, qui a été internationalement reconnu à partir des années 1885. Cazin propose au Salon des artistes et dans d'autres salons parisiens et autres un certain nombre de peintures qui vont défier un peu l'actualité, la dominance de ce qu'on appelle à l'époque l'académisme, une peinture religieuse, militaire, voilà, très, très stricte.
Il va composer un certain nombre de tableaux où ça peut paraître même un peu paradoxal, alors que Cazin est un profond républicain, allié à Gambetta, etc. Toute une série de tableaux, il y en a une dizaine, qui sont à Lille, à Tours, aux États-Unis, qui allient des thèmes bibliques dans des paysages de la Côte d'Opale, voire de la région de Fontainebleau, là où les Cazins s'installent et ont aussi de la famille. Jean-Charles Cazin, vous le définiriez plus comme un peintre ou un céramiste? Un peintre, sans aucun doute. On l'appelait le peintre du Nord. Il avait un goût, surtout quand il est arrivé sur Équillan, mais aussi via la région de Fontainebleau, il avait un goût très particulier pour les levées du jour ou les crépuscules. Ce qui fait que certains critiques d'art à l'époque, on est dans les années 1895-1900, parlaient spécifiquement de l'heure Cazin pour bien spécifier son goût pour ces moments-là. Un moment très important dans la reconnaissance internationale du peintre, 1893 aux États-Unis, Chicago, New York, Washington, Pittsburgh, monte une grande rétrospective sur la peinture dite réaliste de la fin du 19e siècle. Jean-Charles Cazin, Marie et Jean-Michel partent là-bas. On a toute la liste d'embarquements et de débarquements. Il y a 112 œuvres quand même, c'est pas rien. Et là, donc en 1893, alors qu'il a déjà une certaine notoriété internationale, nationale c'est sûr, Cazin vend une grande partie de ses 112 tableaux pour les musées américains, pour les collectionneurs, pour voilà, tous ceux qui avaient cet attrait pour la peinture réaliste. Une renommée internationale, mais il gardait quand même la Côte d'Opale comme terrain de jeu. Ah oui, sans aucun doute. Avec un attachement très sincère, très particulier pour Samé, puisque c'était sa terre natale. Marie Cazin a eu pas mal de déboires après pour faire valoir un musée Cazin à Équillan et non pas à Samé. Enfin, on pourra en parler des heures. Toujours est-il que ces tableaux se retrouvent dans nombre de musées français, Arras, Lille, Reims, Lyon, Orsay, le Louvre, Tours, Bormes-les-Mimosas, pour parler des principaux, et Samé plus modestement. On en trouve maintenant au Moyen-Orient et beaucoup, époque 1893, beaucoup de ces tableaux aux États-Unis, dans les collections privées, musées, etc. On en trouve aussi au Portugal, on en trouve en Argentine, on en trouve à Cuba, voilà. Donc il a rayonné très très large. Ici, c'est un musée communal. Oui. C'est ça? Reconnu musée de France depuis 2002 aussi. Avec des œuvres forcément quand même qui attirent l'œil plus que d'autres, en tout cas qu'on met en avant. Et c'est par exemple cette toile-là, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le tableau qu'on voit derrière nous? Oui. Alors c'est la pièce maîtresse de ce musée samérien. C'est la boulangerie des frères Coquelin qui se situait dans la rue, maintenant appelée rue Victor Hugo, rue de l'Écu à l'époque. On est il n'est pas daté. Il est des années 1885, vu l'âge qu'a Constant Coquelin, l'ami de toujours de Jean-Charles Cazin. Ils s'étaient connus au collège à Boulogne, devenu lycée Jean-Charles Cazin maintenant. Ça a été une amitié entre deux qui était indéfectible jusqu'à la mort de Cazin en 1901, puis de Constant Coquelin en 1909. Ça, ce tableau... donc pièce maîtresse, ce tableau-là est au musée de Samé, il y restera. Tous les tableaux, puisque c'est un musée de France, sont décrits comme inaliénables, c'est-à-dire non susceptibles d'être vendus. C'est une propriété quasi nationale, bien qu'à l'origine municipale, et qu'il essaye de perdurer. Merci beaucoup en tout cas pour cette visite. On vous encourage maintenant à vous aussi venir découvrir le musée Cazin et ses 400 œuvres de ce peintre de la Côte d'Opale.
Notre long format s'arrête ici, au pied de la statue de Jean-Charles Cazin, l'artiste de Samé, mais aussi renommé comme l'artiste peintre de la Côte d'Opale. Il y avait beaucoup de choses à voir ici sur la commune de Samé et ses 5000 habitants, son patrimoine forcément, les fraises de Samé, le musée, sa nature. Bref, il y a tout un tas de choses à voir et un savoir-faire qui continue de se perpétuer de génération en génération ici sur l'arrière-pays du Boulonnais.